À la une de ce 20h, la célébration de la journée mondiale du donneur de sang à Kaya dans la région du Centre-Nord, une opportunité pour rendre hommage aux hommes et femmes qui œuvrent dans la promotion du don de ce liquide précieux pour sauver des vies. La cérémonie de la commémoration de cette journée à suivre en début de journal. Les promoteurs des agences de transfert d'argent et de vente de crédit appellent à une réorganisation de leur secteur. Ils ont tenu une assemblée générale ce matin pour inviter le ministère de tutelle à se pencher sur leur cas. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis cette bonne nouvelle pour les amoureux de la série 3 Femmes et Village. La réalisatrice est à nouveau sur un plateau de tournage pour la nouvelle version de la série. La nouvelle série est intitulée Bienvenue à Kikideni. Nous serons à Wavoussé dans la commune de Lumbila pour le clap de tournage. Bonsoir, merci de nous suivre. Les promoteurs des agences de banque, de vente de crédit et de transfert d'argent dénoncent une baisse des commissions sur les opérations mobiles menées par les opérateurs de téléphonie mobile. Réunis en association, ils ont tenu leur assemblée générale ce matin à la Bourse du Travail. Objectif, faire connaître l'association et demander à ce que les commissions qui constituent leur principale source de revenus soient revues à la hausse. Tous les détails dans ce reportage signé Somta Somé et Maxime Jean de Bambara. Les promoteurs des agences de vente de crédit et de transfert d'argent en assemblée générale réfléchissent sur les préoccupations de leur secteur afin de promouvoir leurs activités. Réunis en association dénommée APACTA, Association des promoteurs des agences de vente de crédit et de transfert d'argent, ces derniers dénoncent une mauvaise organisation de leur secteur du fait des intermédiaires. Ces promoteurs des agences de vente de crédit et de transfert d'argent se disent frustrés de leurs conditions de travail dues à la baisse des commissions sur les transactions. Une baisse effectuée à 2 reprises par les opérateurs de téléphonie mobile et ce, sans concertation aucune. Avant, nous étions scindés en 2 catégories, ça veut dire qu'il y avait des anciens et des nouveaux. Les anciens, c'était à 7 000 pour les transferts et on coupe des taxes de 600 et quelques. Et les dépôts, c'était à 5 000 et on coupe des taxes. Voilà. Et pour les nouveaux, c'était de 5 000 et on coupe les taxes, et de 4 000 et on coupe les mêmes taxes aussi. Donc après, ils ont ramené ça au même pied d'égalité, c'est-à-dire les anciens ont rejoint les nouveaux, 5 000 à 4 000. Ça veut dire qu'on a enlevé 2 000 et 1 000 francs. Et 3 mois après, ils ont encore coupé. De 5 000, nous sommes venus à 4 000 pour les transferts et 3 000 pour les dépôts. Loin de vouloir entrer dans un bras de fer avec les compagnies de téléphonie mobile, les promoteurs d'agences de vente de crédit et de transfert d'argent demandent à ce que les commissions soient revues à la hausse. Des commissions qui constituent du reste leur principale source de revenus. Si on pouvait revenir même si à 5 000, 4 000, bon, ça va nous arranger. 5 000, 4 000, bon, on ne peut pas dire aussi de réseau de travailler à perte, mais nous aussi, on connaît au moins ce métier. Nous sommes pratiquement depuis la création, donc nous savons ce qu'il y a dedans un peu. Donc on peut essayer de se voir pour voir dans quelle mesure on peut essayer de jongler pour que tout le monde s'en sorte. Nous sommes plus de 100 000 agents au Burkina Faso ici. Et les 100 000 agents emploient des secrétaires. Donc ça veut dire que nous aussi, on contribue à l'économie du Burkina Faso. Donc il faut qu'on revoie notre cas. Sinon, si nous, on part au chômage, c'est sûr que ces personnes aussi vont partir au chômage. Créée le 3 avril 2022, l'APACTA, Association des promoteurs des agences de vente de crédit et de transfert d'argent, se donne pour mission de défendre les intérêts de ses membres et promouvoir le secteur des opérations mobile money. Elle compte à ce jour plus de 400 membres actifs. Concours direct et professionnel session 2023, 128 concours professionnels et 127 concours directs sont lancés par le ministère en charge de la fonction publique. Et pour cette session 2023, les inscriptions se passent en ligne sur la plateforme e-concours www.iconcours.gov.bf. Les acteurs en charge de ce recrutement sont à pied d'œuvre pour recevoir les candidatures. Immersion maintenant dans les services du système d'information du ministère de la fonction publique avec Fatimata Nikima.
L'inscription en ligne des candidats au concours direct a débuté le 5 juin dernier avec les candidats postulants pour le compte des concours niveau supérieur ou égal au baccalauréat qui prend fin ce 17 juin. En ce qui concerne le niveau inférieur au baccalauréat, l'inscription débute le 19 juin et prend fin le 28 juin 2023. Pour l'heure, les acteurs en charge de ce recrutement sont à pied d'œuvre pour recevoir les candidatures. Selon le directeur général de l'Agence générale de recrutement de l'État, Samson Traoré, le nombre de candidats ne cesse d'augmenter au fil des années, tant pour le concours direct que professionnel. L'année passée, on était autour de 40 000, mais cette année, on a plus de 40 000 candidatures pour les professionnels. Maintenant, pour les directs, nous sommes en cours de... Voilà, les inscriptions se poursuivent et nous sommes à plus de 1 30 000 candidatures. Voilà, sur la plateforme. Et les inscriptions se poursuivent jusqu'au 28 pour les concours dans le niveau du PPC. Voilà, en descendant. Jusqu'au 28 juin, tout candidat au concours direct session 2023 est donc dans l'obligation de s'inscrire en ligne à travers la plateforme e-concours. Contrairement à ce que pensent bon nombre de personnes, cette plateforme en ligne n'est pas uniquement faite pour les inscriptions au concours. Elle comprend 5 composantes, explique Ousseini Gambane, directeur du système d'information au ministère en charge de la fonction publique. On a d'abord la plateforme pour les inscriptions au concours professionnel et la composante inscription au concours direct. On a la composante gestion des SMS parce qu'il y a interaction avec les SMS pour pouvoir poursuivre les inscriptions. Et il y a la composante composition électronique pour le concours professionnel et enfin la composante correction électronique des copies. À en croire Ousseini Gambane, le e-concours offre beaucoup d'avantages tant pour le ministère que pour les postulants au concours. Mais les difficultés ne manquent pas. Selon le directeur du système d'information du ministère en charge de la fonction publique, cette difficulté se situe à 2 niveaux. On a des difficultés techniques et il y a aussi des difficultés de non-maîtrise même de la plateforme par certains candidats. Il y a certains qui font appel en fait à certains centres pour pouvoir les aider dans l'inscription. Il peut y avoir pas mal de difficultés à ce niveau. Il y a la qualité du réseau Internet utilisé. Peu importe la difficulté, le call center est là pour répondre aux préoccupations des candidats. Ici, ils sont une trentaine de personnes qui se relaient de 8h à 20h pour assister les candidats. C'est pas grave, donnez-moi le numéro de téléphone qui est servi à l'achat de. Vous me suivez? Voilà, sauvetage interne du téléphone. Voilà, ça dépend. Ça peut être dénommé téléchargement ou bien download. La difficulté majeure, selon l'informaticien Yacoub Diaby, c'est l'envoi du code. Lorsque le candidat envoie code au 3388 et qu'il ne reçoit pas de code, et on nous envoie la requête, on met le numéro de téléphone du candidat, on regarde les traces pour voir effectivement si le candidat a payé ou pas. Parce que le candidat peut ne pas payer et puis appeler parce qu'il a des bonus, il a des unités et puis dire que lui l'a payé. Donc nous vérifions et nous faisons une confrontation avec l'historique de paiement des opérateurs. Et on s'assure que le candidat a effectivement payé et nous on génère le code ou on lui renvoie le code. Et jusque-là, tout se passe bien pour les inscriptions. Mais qu'en serait-il pour la correction, quand on sait que ce 5e volet du e-concours a posé problème l'année dernière? Selon Ousseini Gambane, les erreurs ne manquent pas quand il s'agit de programmes informatiques. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille jusqu'à ce qu'on croise un cas qu'on n'a pas encore prévu et on essaie de le surmonter. Mais pour le moment, on a déjà testé le volet correction avec les copies du concours de recrutement des eaux et forêts. Et on a pu faire les corrections sans problème. Il peut y avoir des problèmes, mais le plus important, c'est de pouvoir surmonter, c'est de pouvoir trouver rapidement la solution et puis pour que en fait, les équipes puissent délibérer le plus tôt possible. Le directeur du système d'information au ministère en charge de la fonction publique tient à rassurer les candidats quant à la fiabilité de la plateforme. Toujours selon lui, tout le processus du e-concours a été internalisé. Nous fonctionnons maintenant de façon endogène. Tous les programmes sont en endogène, sont hébergés chez nous en local ici, donc on a la latitude d'intervenir très facilement dessus. Les équipes qui ont travaillé sur ces différents modules sont là, ça veut dire que tout est vraiment au niveau local. Donc ça c'est un grand dispositif qui a été mis en place
pour que en fait, on puisse agir en fait, de façon rapide. Et ce sont des agents du ministère qui sont en charge de la gestion de tout le processus de fonctionnement de cette plateforme e-concours. Et grâce au centre de données, les agents ont la possibilité d'héberger toutes les données à l'interne. C'est un joyau qui était... À qui incombe l'entretien des voiries et bitumes dégradés? C'est la question que se pose bon nombre de Burkinabés qui vivent le cauchemar dans certaines zones de la ville de Ouagadougou. Si pour certains, l'entretien des voiries et bitumes dégradés relève de la responsabilité du Fonds spécial routier, le directeur général de ce fonds estime pour sa part que cette mission incombe d'abord aux collectivités territoriales. Il revient donc sur les missions du Fonds spécial routier du Burkina et son mode de fonctionnement, et c'est dans ce reportage signé Maxime Jean Bambara. Des voiries impraticables avec des bitumes dégradés parsemés de nids de poules, c'est le cauchemar des usagers de la route dans certaines zones de la capitale burkinabé. Après la construction des voiries et leur bitumage, l'entretien laisse souvent à désirer et les plaintes des populations se font de plus en plus récurrentes. Si pour beaucoup cela relève de la responsabilité du Fonds spécial d'entretien routier, devenu Fonds spécial routier du Burkina, pour son directeur général, l'entretien des voiries urbaines incombe d'abord aux collectivités territoriales, quand bien même son institution peut contribuer à cette mission. C'est vrai que nous contribuons à l'entretien de la voirie urbaine, mais ce sont des prérogatives de la mairie. Donc, mais à un moment donné, le fonds peut aussi contribuer à l'entretien comme à la construction de nouvelles voies en fonction des besoins, en fonction de la vision aussi des autorités pour accompagner les différentes mairies dans la prise en charge des projets routiers. À en croire Théodore Ouedraogo, l'institution a acquis un statut de deuxième génération, donc de nouvelles missions et plus de flexibilité dans le fonctionnement avec le changement de nom depuis avril 2016. Les missions aujourd'hui du fonds vont au-delà du fonds de deuxième génération parce que on finance également des projets de construction de nouvelles routes qui sont des prérogatives d'un fonds de troisième génération. Le fonds routier au fonds spécial, c'est surtout la construction de nouvelles voies. C'est l'ajout, mais il faut dire qu'au-delà des projets routiers, le fonds spécial aussi a en charge la gestion des péages. Et l'un des défis majeurs du Fonds spécial routier aujourd'hui est la modernisation des péages sur toute l'étendue du territoire national. Le Burkina Faso compte à ce jour 38 postes de péage et 5 antennes. Des péages dont la gestion était assurée depuis 1998 par le Trésor public avant d'être transférés au Fonds spécial routier en janvier 2018. Ce que vous voyez à la sortie de Ouagadougou, route Ouaga Fada, Ouaga Bobo, à l'entrée de Bobo, ce n'est qu'un début de cette modernisation. Vous voyez qu'on parle aujourd'hui de modernisation, c'est de travailler de telle sorte à avoir des péages, de telle sorte qu'un usager ne puisse pas franchir les péages sans payer. On constate effectivement qu'aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs. Les gens évoquent des questions de monnaie, les gens évoquent des questions de la dégradation de la voie. Donc, on est en train, en tout cas, de peaufiner un plan de communication d'abord pour sensibiliser les gens au paiement des taxes. Parce qu'aujourd'hui, ce sont ces taxes qui nous permettent de prendre en charge l'entretien. Donc, si ces taxes ne sont pas payées, vous comprenez qu'il sera difficile pour le fonds d'avoir des ressources pour prendre en charge l'entretien. Selon Théophile Ouedraogo, le Fonds spécial routier du Burkina, qui est sous la tutelle des ministères des infrastructures et des finances, se veut un outil pour le financement de la construction et de l'entretien du réseau routier national et des voiries urbaines. Un financement qui nécessite d'abord la mobilisation des ressources, occasion pour ce dernier d'interpeller les populations à un comportement citoyen et à s'acquitter des frais de péage et taxes afin de permettre aux fonds et aux collectivités territoriales de jouer leur rôle dans l'entretien des voiries et des bitumes. Selon les statistiques du Centre national de transfusion sanguine de mai 2022 à mai 2023, plus de 100 000 personnes ont donné de leur sang pour sauver des vies au Burkina. Le gouvernement de la transition d'en rend hommage à ces dernières à l'occasion de la journée qui leur est dédiée. À côté de ces personnes figurent ceux qui œuvrent au quotidien dans la promotion du don du liquide précieux et toute la chaîne de collecte et de traitement des produits sanguins. C'est à Kaya, dans le centre nord, que la journée mondiale du
donneurs de sang a été célébrée en différé. Mami Triana Kamabou nous fait le point. Qu'ils soient partenaires œuvrant dans la promotion du don du sang, associations, établissements, clubs, forces de défense et de sécurité ou encore à titre individuel, les meilleurs donneurs de sang ont vu leurs efforts récompensés au cours de cette cérémonie de la commémoration de la Journée mondiale du donneur de sang. Selon la directrice générale du Centre national de transfusion sanguine, ces acteurs se sont positivement illustrés de par leur engagement et leur abnégation. Adama Traogo de la région du centre, précisément de Ouagadougou, est élu meilleur donneur de sang avec 110 dons. Pour la première fois que j'ai donné mon sang, c'était le 12 décembre 1985. Lorsque Thomas Sankara a rassemblé les Burkinabés pour donner le sang, je faisais partie de ceux qui ont donné le sang ce jour-là. Donc ces médailles, moi j'ai dédié à Thomas Sankara. Ils ont dit 110, c'est plus que ça. Vous savez que c'était banque de sang. Quand on donnait à l'hôpital, c'était banque de sang. Maintenant, en 1993, c'est devenu Centre national de transfusion sanguine. Et donc, on a commencé avec Centre national de transfusion sanguine. Donc, le 1er septembre 2009, la pluie a emporté tous les documents. Sinon, ils allaient avoir au moins 140 à 150 dons. Voilà, depuis 85, 12 décembre 1985. Selon les statistiques de l'OMS, 1% de la population mondiale doit donner son sang pour l'autosuffisance en produits sanguins. Au Burkina Faso, il faut 229 000 poches de sang chaque année pour couvrir les besoins. Un défi donc à relever pour le ministère de la Santé et les associations de donneurs de sang. Selon le président de la Fédération des associations des donneurs de sang bénévoles, Jean Bosco Zondi, la fédération sollicite l'accompagnement financier du ministère de la Santé afin de relever les défis. Les moyens utilisés pour collecter du sang n'est pas gratuit. La communication n'est pas gratuite. La sensibilisation, c'est des gens que nous employons qui faisons la campagne de sensibilisation. Il y a du matériel. Donc il faut les moyens financiers pour pouvoir faire une vraie communication, changement de comportement de la population. Un cri de cœur qui a reçu l'attention du ministre de la Santé, Dr Jean-Claude Cargogo. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, a pris encore une fois l'engagement de renforcer les capacités du Centre national de transfusion sanguine, mais aussi les capacités des associations de donneurs de sang pour que la disponibilité en produits sanguins labiles de qualité sûre puisse être effective. Sang, plasma, partageons la vie, donnons souvent. C'est sur ce thème qu'a été commémorée la Journée mondiale du donneur de sang, édition 2023 à Kaya, dans le centre-nord. À l'occasion, le ministre de la Santé a procédé au lancement de la campagne de vaccination de l'hépatite B pour les donneurs de sang. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine dans la région du centre. Et puis cette bonne nouvelle pour les amoureux de la série 3 femmes un village de la réalisatrice Amina Glaise Diallo. Eh bien, cette comédienne et réalisatrice est à nouveau sur un plateau de tournage pour donner vie à la nouvelle version de 3 femmes un village. La nouvelle série est intitulée Bienvenue à Kikideni et comprendra une vingtaine d'épisodes et mettra en scène les mêmes acteurs. C'est le ministre chargé de la Culture qui a donné ce 17 juin le top départ du tournage dans le village de Wavoussé. C'est dans la commune de Lumbila. Le témoignage porte la signature d'Abdoulaye Migné. Kikideni, un nom très significatif dans le monde du cinéma. Un village inventé pour le tournage des séries 3 hommes, un village et 3 femmes, un village. Plus de 10 ans après la dernière série, l'équipe de tournage de Jovial Productions débarque avec son arsenal pour le tournage d'une nouvelle série. Le ministre en charge de la culture donne le clap d'ouverture de cette série intitulée Bienvenue à Kikideni. Une série de 20 épisodes qui est la suite de 3 femmes, un village, comme l'explique la réalisatrice Aminata Diallo. Et depuis le mois de mars, nous sommes ici parce que le concept de Jovial Productions, c'est de venir dans un village et de demander des terres aux riverains, on va dire, aux gens du village,
qui nous donnent leurs espaces et nous on construit les décors. Donc le palais royal que vous avez vu tout à l'heure est construit par nous, le décor de l'Adi est construit par nous, l'école est construite et puis l'église. Voilà. Donc ce sont des infrastructures que nous implantons pour nous permettre d'avoir une certaine autonomie dans la production. Dans une ambiance comique, la série va aborder les questions de l'insécurité, de la cohabitation des communautés et du fondamentalisme religieux selon la réalisatrice. Des thèmes qui sont d'actualité selon le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Il s'agit notamment donc du vivre ensemble, de la bonne entente entre les différentes communautés, notamment les communautés religieuses, parce qu'on a dans la série, bien sûr, je n'apprends rien à personne, Lagui avec le curé, Lagui et ses épouses, avec tout ce qu'il y a donc comme intrigue, voilà, ça n'arrête pas. Donc ça veut dire que c'est une série qui va certainement nous faire rire une fois de plus, mais certainement qui va nous amener aussi à nous questionner aujourd'hui sur des sujets qui sont d'actualité, les sujets liés donc à la nécessité de vivre ensemble, au-delà donc de nos différences, et à la nécessité de prendre conscience aujourd'hui que quelle que soit sa religion, quelle que soit donc sa communauté ethnique, nous sommes un seul et même peuple et que nous avons une valeur qui nous est tous chère, c'est la paix. Cette série met en scène des visages déjà connus comme Ladi et ses épouses, le curé et le chef du village, mais aussi de nouveaux comédiens. La série Bienvenue à Kikideni est réalisée avec l'accompagnement du ministère en charge de la culture, de Canal+ Burkina et de la RTB. Le film est attendu sur les antennes de la RTB et de Canal+. En début d'année 2024, sa réalisation va coûter environ 200 millions de francs CFA. Des élus locaux, des leaders religieux traditionnels et administratifs formés sur les droits sexuels et reproductifs. C'est une initiative du réseau Afriane. Pendant 2 jours, ces leaders ont été outillés sur les fondamentaux et guidés sur la santé sexuelle et reproductive. Au nombre de 50, les participants ont adhéré et formulé des recommandations au sortir de cette formation. Ils ont également pris l'engagement d'être des relais auprès des jeunes pour une bonne prise de conscience. Assami Touré pour le compte rendu. Outiller les élus locaux, les leaders religieux, traditionnels et administratifs sur les droits sexuels et reproductifs, tel est l'objectif visé par cet atelier de formation organisé par Afriane. Les thématiques abordées comme la planification familiale, les droits sexuels et reproductifs au cours de ces 2 jours de formation ont pour but de toucher la population afin d'avoir une bonne prise de conscience et plus de progrès dans ce domaine. L'objectif de cette formation, c'était de renforcer les capacités des leaders coutumiers, des leaders religieux, des leaders administratifs et des délégations spéciales sur les thématiques de la planification familiale, des droits et des droits sexuels et reproductifs. Mais aussi pouvoir identifier des points de plaidoyer avec ces différents groupes de sensibilité-là afin que des progrès puissent être enregistrés sur ces différents domaines-là. Ce que nous avons remarqué à travers les échanges, c'est que les jeunes, comme les aînés, ont besoin d'espace de dialogue, ont besoin de moments où ils arrivent à se parler de façon franche. Les jeunes ont envie de solutions pour pouvoir bénéficier de leurs droits sexuels et reproductifs, pour avoir accès aux produits de la planification familiale. Et les aînés veulent que nous puissions faire cela dans un cadre de respect de nos valeurs sociales, de nos valeurs traditionnelles. Au sortir de cet atelier, des recommandations ont été faites et les participants ont pris des engagements qui sont entre autres la facilitation des échanges sur les thématiques des droits sexuels et un accompagnement sincère et franc. Les droits sexuels et reproductifs au Burkina, c'est un peu compliqué. Il faut qu'on lève les tabous pour que ça puisse fonctionner. Vous savez que nous avons dit de travailler selon le contexte burkinabé. Surtout le droit importé, copier, coller, souvent ça ne marche pas. Il faut qu'on adapte ce droit-là à nos réalités. Nous avons donné notre contribution en rapport avec les Saintes Écritures et ce que la Bible attend des jeunes, ce que la Bible attend, ce que le Coran attend des jeunes. Et nous avons donné les points de vue religieux par rapport à la santé sexuelle et reproductive. Et je pense que ça a été vraiment très bien. Et tout le monde, en tout cas, ressort satisfait. Cette formation a pris fin par des propositions et suggestions des participants pour un meilleur suivi des activités en rapport avec ce domaine.
En prélude à la cérémonie des ambassadeurs de paix et World prévue le 28 juillet prochain, le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie MEPAP a convié la presse ce samedi pour définir les objectifs et orientations de cette troisième édition. Cette année, les réflexions seront menées autour des contributions pour la prise en charge des familles des volontaires pour la défense de la patrie engagés au front. Amadou Bourema, Michael Tougri. À travers cette conférence de presse, le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie MEPAP lance la troisième édition des ambassadeurs de paix et World. Pour cette troisième édition, les APA vont s'intéresser à la question des familles des volontaires pour la défense de la patrie engagés au front. Pour Paul-Marie Zoma, président par intérim du MEPAP, il sera question de mener des réflexions et de faire un plaidoyer pour la prise en charge des familles des VDP. Une tâche à laquelle il a laissé entendre que les pouvoirs publics, les forces de défense et de sécurité, les organisations de VDP, les organismes internationaux et les organisations de la société civile seront associés. Pour le comité d'organisation de cette troisième édition des APA, ces réflexions et propositions n'ont pas la prétention d'être la panacée aux problèmes et difficultés auxquelles les VDP font face de façon concrète, opérationnelle et scientifique. Des consultations et des sondages seront diligentés pour avoir des données analysables aux fins de production d'une documentation sur les contributions efficaces et efficientes pour la prise en charge des familles. Le défi majeur pour cette édition, selon Paul-Marie Zoma, est la prise en charge des familles des VDP. Pour lui, nombreux sont ces volontaires pour la défense de la patrie engagés au front dont les familles sont plongées dans la vulnérabilité et dans la précarité. Ces derniers comptent sur une rémunération mensuelle pour faire face aux nombreux besoins de leurs familles, mais cela n'est toujours pas évident. Nous nous sommes dit, qu'est-ce que nous allons faire pour les encourager? Si leur famille, on s'occupe de leur famille, les gens qui ont le courage de combattre. Donc c'est pour ça que nous allons choisir ce thème. Et l'année passée, les classes internes. Et cette année, vous voyez qu'ils sont acceptés. Et généralement, ceux qui sont au front, ce sont les braves alliés même de la famille. Avec pour thème, quelle contribution pour la prise en charge des VDP engagés au front, la soirée de remise de trophées de la troisième édition des ambassadeurs de paix et World est prévue pour le vendredi 28 juillet 2023. À travers cette cérémonie de distinction, ce sont des ambassadeurs de paix qui seront couronnés et invités à plus d'engagement pour la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble au Burkina Faso. À la veille du référendum au Mali, des milliers de partisans et d'opposants à une nouvelle constitution ont organisé des rassemblements séparés à Bamako. Les partisans du oui étaient réunis dans un stade à la périphérie de la capitale, tandis que ceux qui s'opposent au projet occupaient le palais de la culture. Regardez. Des dizaines de milliers de partisans et d'opposants à la nouvelle constitution malienne ont organisé vendredi des rassemblements séparés dans la capitale Bamako avant le référendum de ce dimanche. Certains opposants au projet de texte refusent de définir le Mali à majorité musulmane comme un État laïque. Même ceux qui se disent des religions traditionnelles aussi ont le droit dans ce pays-là. Nous, c'est tout ce qu'on a demandé. On a demandé d'enlever la laïcité dans l'éducation pour que chacun puisse apprendre sa religion. Mais malheureusement, même sur ce point, on n'a pas été entendu. Donc, l'Alimama a lancé un mot d'ordre à tous les Maliens de voter non au référendum constitutionnel du 18 juin 2023. Si le Mali devient un pays islamique, cela ne signifie pas que les musulmans combattront les chrétiens ou d'autres pratiques. Nous vivons avec les chrétiens depuis longtemps et nous leur servons même de la nourriture lors des festivals. Si nous sommes vraiment contre eux, ferions-nous cela? Environ 50 000 partisans de la campagne du oui soutenus par le gouvernement militaire se sont réunis dans un stade de la périphérie de Bamako lors d'une réunion à laquelle assistait le chef de la junte, Assimi Goïta.
Je demande à tout le monde de voter oui pour que le pays puisse être libéré. Ce que j'ai le plus aimé dans cette constitution, c'est l'article qui définit clairement le mariage comme l'union entre un homme et une femme. Le référendum constitutionnel du Mali aura lieu ce dimanche 18 juin et les résultats sont attendus dans les 70 heures suivantes. C'est sur ces images que nous vous disons au revoir. Toutes les équipes techniques et rédactionnelles se joignent à moi pour vous dire merci de votre fidélité à nos sessions d'information. On se retrouve lundi, Dieu voulant. Bonsoir.